arrondissement, rue du Pasteur Wagner, elle s'appelle le Foyer de l'Âme. Mais le 12e arrondissement est aussi sur mon territoire de paroisse. Voilà. Serge Vénin, président de la synagogue de la Roquette, consistoire de France, je suis chargé du fait funéraire pour la communauté, tout ce qui est rituel, et je suis président de CIE. Bonjour tout le monde, je suis Naïma Moré, présidente de l'Association internationale d'ambassadrices et l'association Islam Salam à Neuilly-sur-Seine, coordinatrice de CIE. Moi, c'est M. Agojo Seifola, le président de l'association Mon Deuxième, qui a la mosquée. Mosquée Nour. La mosquée Nour. Alexandre Vigne, directeur de l'association CIE. Sylvain Zenoula, commandant de police honoraire, et administrateur ici de cette synagogue. Et je suis également vice-président cofondateur du BMVCA. Entre autres, ça fait partie de mes nombreuses équipotes. C'est le petit chapeau qu'on a sur la tête. Voilà, et membre actif de l'association CIE, parce qu'on ne peut pas faire une chose et ignorer ce que sa main droite fait. Voilà, c'est quand sa main gauche fait quelque chose. Danielle Ferrat, coordinatrice CIE. C'est vous. Moi, je suis représentant Bernard Vincent. J'habite à la Nation. Je représente l'église Saint-Gabriel. C'est aussi l'église au croisement de la Seine et l'avenue Arnaud-Netter. Oui. Alors voilà, Madame la députée, vous avez donc des représentants de l'ensemble de votre circonscription, avec effectivement une présence protestante juste à la frontière avec Madame la pasteure Dominique Hernandez. Les représentants catholiques donc de Saint-Gabriel, juste le petit territoire que vous avez effectivement en plus du 12e arrondissement dans le 20e arrondissement. Et nous vous dirons pour quelles raisons effectivement les autres prêtres n'ont pas pu aujourd'hui participer. Parce que le jeudi, ils ont des conseils pastoraux. Voilà. Mais ils nous ont envoyé une lettre très amicale et ils souhaitent effectivement aussi pouvoir vous recevoir, si vous le souhaitez, voilà, en comité également, pour les 5 prêtres de votre circonscription, de doyenné, pour répondre à toutes vos questions sur la question que vous voulez introduire. Bien volontiers. Et je pense qu'on pourra organiser ça donc avec Gauthier. Merci à toutes et tous pour votre présence ce matin. Donc, je suis Laetitia Avia, députée de la 8e circonscription de Paris. Donc une grande partie du 12e arrondissement et le sud du 20e arrondissement. Et j'ai contacté Alexandre de l'association CIE, tout d'abord parce que je voudrais dire que depuis le début de mon mandat, on a eu à chaque fois, et souvent d'ailleurs en ces lieux, des échanges que j'ai trouvés d'une très grande richesse. Et ce dialogue interreligieux, je pense qu'il nous est important au sein de notre société. Et nous sommes dans une période où j'ai ressenti d'autant plus le besoin d'avoir cet échange avec vous. Je suis une des rapporteurs du projet de loi renforçant le respect des principes républicains. Et donc j'ai été, durant les derniers mois, très impliquée dans ces travaux parlementaires, qui sont des travaux qui nous ont beaucoup questionnés. Je terminerai par la fin pour dire que j'ai été satisfaite de la qualité du débat parlementaire où, malgré ce que nous avions pu anticiper et craindre, il y a eu, en dehors de 2-3 écarts, même il y a eu des moments un peu difficiles, mais en dehors de 2-3 écarts, il y a eu un grand respect des uns des autres, des convictions de chacun et de l'histoire de chacun. Mais c'est vrai qu'en préambule de ces débats parlementaires, il y a eu beaucoup d'émoi dans la société vis-à-vis de la question du fait religieux. Et c'est un sujet qui est toujours sensible. C'est un sujet sur lequel, moi, j'ai un certain nombre de positions qui ne sont pas forcément partagées au sein de ma majorité non plus. Très rapidement, parce que certains d'entre vous connaissent mon histoire déjà, mais je tiens à ce que tout le monde sache mon rapport aux faits religieux. Moi, je suis d'une famille de tradition catholique, mais je ne l'ai pas su avant l'adolescence, puisque je n'étais pas baptisée à la naissance. Et c'est à l'adolescence que j'ai demandé à mes parents, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai pas de religion? Constatant que d'autres parlaient de religion, et là, mes parents m'ont expliqué qu'ils étaient... je suis d'origine togolaise et qu'au Togo, ils étaient catholiques pratiquants, et qu'une fois arrivés en France, ils ont arrêté d'être pratiquants.
Donc moi, je suis entrée dans un chemin spirituel. J'ai été baptisée à l'adolescence, j'ai fait tous mes sacrements. J'ai même donné le catéchisme jusqu'à ce que je devienne avocate. Je vivais à l'époque en Seine-Saint-Denis, dans un quartier où il y avait de très fortes tensions entre les communautés musulmanes et les communautés juives. J'ai ensuite déménagé à Saint-Mandé, où j'ai pu ressentir également ces tensions entre les différentes communautés, peut-être dans un, permettez-moi l'expression, rapport de force, cette fois-ci peut-être un peu inversé, mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours vécu dans un environnement où, pour moi, le fait religieux fait partie du quotidien de chacun, fait partie des choix de chacun, fait partie de la lecture de la société. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que notre société, que notre République, en étant laïque, doit en faire une société neutre. Je ne pense pas que ce soit le cas. Alors, en effet, il y a un sujet qui nous a amené à débattre, c'est ce que le président de la République a appelé le séparatisme. Le séparatisme qui fait que certains, sur la base d'un fondement religieux, vont vouloir finalement effriter notre cohésion, effriter notre vivre ensemble, rompre toutes les zones, les lieux de dialogue, nous opposer les uns aux autres. Et c'est contre cela qu'on a essayé de lutter dans ce texte et on a essayé d'agir sur l'ensemble des lieux où cette idéologie peut se faire ressentir. C'est-à-dire à la fois dans la vie associative, à l'école, sur Internet. C'est le travail que je mène en particulier contre la haine en ligne. Et également au sein des lieux de culte. Au sein des lieux de culte, puisque c'est ce fond de fondamentalisme religieux que certains vont pouvoir essayer de faire grandir cette idéologie séparatiste. Et je sais que nos débats ont créé de l'émotion au sein des cultes. Nous avons auditionné l'ensemble des cultes et nous avons eu pour doctrine de bousculer l'ensemble des représentants religieux pour que chacun se pose la question de savoir si, au sein de sa communauté, est-ce que l'ensemble des garde-fous sont mis en œuvre pour empêcher le développement en fait, de cette idéologie séparatiste. Et je sais que ça a créé de l'émotion, je sais que chacun s'est senti pointé du doigt, et en particulier, évidemment, nous le savons tous, la religion musulmane et beaucoup de musulmans de France ont très mal vécu ces débats. Voilà. Mais je sais aussi, et ça je l'apprends de plus en plus depuis que je suis députée, que les prises de parole, parfois des représentants nationaux, sont d'une force et parfois d'une absence de nuance qui est différente de celle des acteurs de terrain. Et c'est pour ça que j'avais besoin de cet échange avec vous aujourd'hui, parce que j'ai vraiment besoin d'entendre de votre part, à vous, au plus près de vos fidèles, eh bien, ce que vous ressentez de la société aujourd'hui, comment est-ce que vous avez ressenti ces débats qui ont lieu en ce moment même d'ailleurs au Sénat. Quels sont les clés, les ingrédients même en fait pour vous de cette sauvegarde du vivre ensemble, et qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, pouvoir public, mais également vous, en tant que représentants des cultes, pour agir et corriger cette situation puisque de toute évidence, on ne peut pas continuer ainsi. Donc voilà la raison de notre rencontre et de notre échange. Je suis là pour vous entendre, je suis là pour m'alimenter un maximum, pour comprendre, pour savoir s'il y a des moments qui ont été vexatoires, par exemple, s'il y a des dispositions, peut-être dans le texte aussi, qui ont été vexatoires, car on est encore au début de ce travail parlementaire, qui va prendre encore quelques mois. Qui commence, du coup Vas-y. Tu veux parler aussi? Vas-y, Sauf à ce qu'on... Je me détrompe. Je n'ai pas souvenir que dans la communauté juive, il y a eu un mouvement quelconque par rapport à ces annoncés de loi, puisque, comme je l'expliquais à notre visiteur,
Vous êtes dans une synagogue consistoriale, profondément attachée aux valeurs de la République, bien que le consistoire fut créé à l'époque de l'Empire sur Napoléon Ier, et que nous, quand même, au travers de ça, nous rendons hommage à ses prédécesseurs, que ce soit le roi Louis XVI lui-même, qui avait pensé à l'émancipation des Juifs à l'intérieur du royaume français, et qu'à M. l'abbé Grégoire, qui, avec d'autres, était pour l'intégration des Juifs de France dans la communauté française. Donc nous avons toujours été très attachés aux valeurs de la République. Il y avait eu 13 demandes qui avaient été faites en 1806 par Napoléon Ier au Grand Sanhédrin qui était réuni, c'est-à-dire le Grand Sanhédrin, c'était une assemblée de notables et de rabbins, qui étaient à peu près 70, peut-être un peu plus d'ailleurs au demeurant, et à qui on avait posé 13 questions fondamentales sur le oui ou non de la participation ou de l'intégration des Juifs de France au sein de la communauté française. Et pour nous, ça n'a jamais changé d'un iota. Bien sûr, nous avons connu une période très trouble, des périodes très troubles. Je vous passe l'affaire Dreyfus, évidemment, qui nous a mis au vent de la société, qui a été dramatique, et je vous passe effectivement le drame, mais ce n'est pas la République française, c'était l'État français, avec les consorts Pétain, Laval et compagnie, qui avaient décidé de collaborer avec un cas, de toute façon, à nous anéantir. Mais il y a eu beaucoup de justes en France, beaucoup de gens qui ont caché des femmes, des enfants, au détriment, au risque de leur vie. Donc pour nous, je ne sais pas, Serge va peut-être me démentir, parce qu'il était plus au courant que moi, mais je n'ai pas souvenir d'une seule conversation au sein de nos synagogues, disant qu'est-ce que c'est que cette loi, en quoi elle va nous remettre en cause, ou quoi que ce soit, rien du tout. Nous faisons tous les samedis matins, à l'ouverture de l'Echad, c'est-à-dire le tabernacle, voilà, où il y a les rouleaux de la Torah, nous faisons la prière pour la République française, le peuple français et les dirigeants français, parce que nous estimons que c'est un devoir. Et donc, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de trou pour ma part. Maintenant, Serge, je te laisse finir, si tu le souhaites. Je laisse. Madame la députée, je pense que c'est rare qu'on puisse interroger la base, comme on dit, vous le faites, et je salue votre démarche. Moi, je suis juif et je me refuse d'une chose, madame, c'est qu'on puisse mettre les juifs en face des musulmans. Il n'y a pas de conflit. Je pense que même dans mon habitude à moi, je pense, écoutez, je ne sais pas combien il y a de musulmans ici, je peux vous faire un truc, chaque semaine j'écoute plus de musique orientale qu'eux, je mange plus oriental qu'eux, et j'ai une mentalité vraiment... ma femme, quand je m'énerve des trucs, elle me dit c'est ta tête d'Algérien qui vient, c'est-à-dire moi je suis mal à l'aise dans cette position, dans cette confrontation des juifs en face d'art. Moi ça ne me convient pas, parce qu'on jette ça et puis tout d'un coup on installe un scénario. Moi je ne m'installe pas dans cette chose. Vous avez parlé de la République, madame, nous sommes des républicains, nous sommes des Algériens, des juifs d'Algérie, comme on dit, mais très respectueux de ce qui est tricolore. J'ai une mère qui a 96 ans, et même quand il y a un match de foot qui est à la Marseillaise, elle se lève. C'est-à-dire on a un rapport avec la République qui est très réactif, très épidermique. On a un rapport. Maintenant, dans le monde religieux dans lequel nous évoluons à l'heure actuelle, il y a un intégrisme qui n'est pas des religieux, qui est des laïcs. Tout d'un coup, les laïcs deviennent extrêmement intégristes. Et je peux vous dire une chose, ça m'embête. Ça m'embête d'une part parce que je vis ça avec le problème des cimetières, n'est-ce pas? On a des problèmes pour les divisions confessionnelles. Un juif, un musulman, un chrétien, il prend 2 mètres sur 1 mètre, hein, et puis c'est tout, on ne prend pas plus. Et pourquoi on mettrait là, et pourquoi on impose une mixité sur des choses, vous voyez, ça c'est embêtant. Mais pour être honnête et pour être ce qu'on appelle un atome dans la molécule républicaine, moi je défends les musulmans. Parce que on ne peut pas s'adresser à une partie de la population française si on ne l'aime pas. Et à l'heure actuelle, nous on a vécu de ne pas être aimés. Et à l'heure actuelle, ils ne sont pas aimés. Et ils ne sont pas aimés, non seulement ils ne sont pas aimés, mais en plus de ça, on ne les connaît pas. Quand vous voyez un débat qui encore une fois, madame la députée, vous avez noté que je
suis un hyper républicain. Oui. Mais quand on impose, quand on ne comprend pas qu'un musulman ne veuille pas forcément que sa fille ou sa femme fréquente une piscine, moi ça me dérangerait d'aller faire des allers-retours, des longueurs dans une piscine et de voir les jambes de la femme de l'imam, de la femme de mon rabbin, vous comprenez. C'est une retenue, c'est quelque chose que si vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre, parce que nous, les juifs, on a pareil. Donc on est en train de mettre tous les trucs qui ne vont pas à la piscine. Et qu'est-ce que vous amenez à leur cours de bête à la piscine? On est en train de les accuser. Alors évidemment, il y a une réaction, vous comprenez, parce que mais je suis désolé, hein, parce que je prends la défense de bon cœur des musulmans. Mais à un moment donné, cette histoire de la piscine, cette histoire du voile, cette histoire, ce sont des choses qu'on ne comprend pas. Ou alors il n'y a qu'à dire on vous renvoie, ou alors si on veut les intégrer, il faut les laisser sur quelque chose qui est très ressenti. Vous voyez, moi par exemple, je suis juif, je n'ai rien d'un intégrisme musulman, mais vous voyez, moi je ne vais pas à la plage avec mes belles filles, c'est une question de pudeur, je cherchais le mot tout à l'heure, question de pudeur. Et je pense que peut-être les musulmans le font mal, je les accuse de mal se défendre. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas se défendre qu'on ne doit pas les défendre. Et je pense qu'on ne s'adresse pas à eux avec amour, avec compréhension. Si on ne comprend pas cette sensibilité, alors on va allumer, oui, la piscine, ils ne vont pas à la piscine, je veux qu'elle aille à la piscine, et ce truc de la javel pour des médecins, ces certificats de... je ne vois pas qu'est-ce qu'on est plus républicain si on va à la piscine ou on ne va pas à la piscine, très franchement. Et c'est la chose sur laquelle je voulais vous dire une chose. Maintenant, pour le connaître bien, le conflit, il ressemblerait... Vous avez parlé, Madame la députée, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas présenter cette chose, les Juifs en face des Arabes. Il y a un problème sociétal. On a été dans ce qu'on appelle, qui a été présenté comme un conflit. On va le situer. On va parler de Sarcelles, on va parler de Blanc-Ménil, on va parler de la Courneuve, c'est des endroits que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Quand les Juifs sont partis de là-bas, parce que maintenant il n'y a pas de conflit, puisque le combat c'est ça, faute de combattants, il n'y a plus. Mais ce qui est présenté comme les choses en face de l'autre, c'est peut-être les moyens qui ont été donnés aux familles pour s'occuper des enfants. Vous savez, quand vous êtes juif, vous n'avez pas d'autre choix que de réussir, quand vous rentrez à la maison et que votre mère elle vous dit, mon fils, ton cousin il a eu très bien à son examen, ne me fais pas la honte d'avoir assez bien, alors vous êtes obligé de rejoindre le niveau. Vous voyez. Donc, et à un moment donné, au niveau de nos frères qui ne sont pas juifs dans ces paliers musulmans, on a un peu laissé les habitudes du bled, la rue, le football, c'est plus important que de venir et de faire des devoirs. D'autant que, si vous permettez, c'est mon credo peut-être, et mon analyse. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, et moi je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître. C'est-à-dire j'assistais dans l'enseignement à une période post-68 ans, où un bon prof c'est quelqu'un qui donnait beaucoup de devoirs. Et à partir du moment où on donne beaucoup de devoirs dans une maison où les parents n'ont pas un niveau, et à ce moment-là on a décroché, on a déconnecté ce truc-là. Et en tant que député, vous avez les moyens, je pense que vous devriez avoir une cellule qui analyse le pourquoi. Dans n'importe quelle chose en médecine, on va chercher, on ne doit pas décacher, on essaye de chercher un diagnostic. Il faut aller chercher dans le diagnostic plus profondément pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais il faut le faire en aimant nos frères musulmans, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, ceux qui sont sur la sellette, cette loi, vous savez très bien que tout le monde dit que c'est une loi qui est pour les musulmans, et pour ne pas monopoliser la parole, je peux vous dire qu'une chose, c'est que des chiffres inquiétants, madame la députée, c'est qu'en 62, lorsque nous sommes venus d'Algérie, il y avait 820 000 juifs en France. À l'heure actuelle, on est 420 000. Il n'y a pas eu la Shoah, il y a eu un peu d'assimilation. Le problème, c'est que les juifs partent. Et s'ils partent, ce n'est pas à cause des musulmans. S'ils partent, c'est à cause de l'extrême gauche. Ce n'est pas à cause des musulmans. Moi, je vis très bien, moi, je suis très bien avec les musulmans, j'adore l'ambiance. Et ce n'est pas eux qui posent problème. Ceux qui me posent problème, alors, et quand vous voyez qu'un musulman ou
garçons de couleur. Je prends l'affaire de Madame Knoll, je prends Madame Halimi, de Ilan Halimi, des trucs comme ça. Quand vous les voyez, ce sont des gens qui ont été un peu téléguidés dans les banlieues, soutenus par une extrême gauche qui était plus intellectuelle, qui savait rédiger des tracts que eux ne savent pas rédiger. Et en fin de compte, ils ont canalisé les cerveaux. Et en fin de compte, on voit en première ligne les musulmans, les premières lignes, on voit des gens de couleur, mais en fin de compte, derrière, il y a l'extrême gauche. Et nous sommes à 420 000 juifs à l'heure actuelle. Les juifs avant étaient dans toutes les facultés. Depuis quelques années, depuis quelques décennies, on n'a plus d'enfants qui vont dans des facultés au diplôme, des lettres, etc. Tous vont dans des facultés où le diplôme est transbahutable. On peut aller dans un autre pays et faire ce truc-là. Et c'est un truc qui est inquiétant dans un pays, parce que nous ne sommes pas les juifs ne sont pas les plus négatifs dans une nation, loin de là. Mais, encore une fois, c'est un fait. Il y a un intégrisme qui est devenu laïque qui nous embête. Je vous parle pour les cimetières, je vous parle aussi pour l'abattage rituel, et je vous parle aussi pour la circoncision qui est en train d'arriver, où une collègue à vous de Strasbourg a dit qu'on ne peut pas circoncire un enfant à 8 jours parce qu'il n'a pas donné son autorisation. Il n'a pas donné son autorisation et il risque à sa majorité de dire voilà, qu'est-ce que vous avez fait vous législateurs, vous avez fait qu'on me prenne ma liberté sans mon consentement, on m'a mutilé. Bon, ouais. Ça c'est aller un peu chercher loin quand vous voyez que chez nous à 8 jours ou à 3 ans, 2 ans, on finit ce combat. Quand vous nous enlevez ces fondamentaux et quand personne ne veut, à un moment donné, deux choses. Ou vous voulez dire qu'on s'en va, c'est la réponse juive, ou alors vous vous dites, alors vous voulez ça, et ben on va se mettre en face de vous, on va faire la guerre, et c'est la réponse qui est donnée dans les banlieues. Et ça c'est quelque chose que je voulais insister sur ça, madame, parce que ça mérite d'être, avant de dire tous les musulmans, ce sont des intégristes, vous asseyez avec n'importe quel musulman, vous ne l'obligez pas à ce que sa fille aille en bikini dans une piscine, vous ne l'embêtez pas quand sa femme se couvre la tête. Dans le milieu ultra-orthodoxe juif, toutes les femmes ont la tête couverte. Maintenant, ce sont avec des perruques qui valent 4 000 ou 5 000 euros. On ne peut pas demander dans une famille à petit revenu de mettre 5 000 euros pour que la dame... Donc, ce sont des choses à comprendre. Si on veut vraiment être républicain, et on veut s'occuper de tout le monde, il faut mettre de l'amour et de la considération de chacun. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ce qui est dangereux pour nous, même pour vous, les juifs, c'est que les musulmans tombent dans les mains de l'extrême gauche, d'une part, et que cet intégrisme de réflexe, ça soit une réaction et pas une action. Et je pense que c'est votre rôle à vous les politiques de pouvoir tamiser, de pouvoir réanalyser et de pouvoir poser ces questions pour pouvoir en tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà. Merci beaucoup pour ces mots qui sont d'une grande sagesse. Je voudrais rajouter 3 mots seulement à ce que tu viens de dire. C'est vrai, tout ce que tu viens de dire, c'est important. Rappeler que pendant la guerre, effectivement, pendant la Shoah, la mosquée de Paris a caché des juifs, qu'à Alger, quand les lois de Vichy ont voulu être imposées, et que les dirigeants qui étaient en Algérie ont dit aux musulmans « Emparez-vous des biens des juifs », les imams se sont réunis à la mosquée d'Alger, ils ont dit « Non, on ne touche pas aux biens de nos frères ». Et enfin, pour terminer, quelque chose de personnel, j'ai eu des oncles qui ont été déportés. Zichrono Livracha de mémoire bénie, mon oncle Léon Zelouda avait été fait prisonnier par les Allemands. Et il était au Struthof, en Alsace, où étaient enfermés beaucoup de musulmans. Et comme il parlait l'arabe couramment, il s'était fait passer pour un musulman. Et il a été protégé par ses frères musulmans. Voilà, ça il faut le dire, parce que c'est des choses qui sont réelles. Très rapidement, pour rebondir, il faut vous dire que, évidemment, je partage 100% de ce que vous venez de dire. Ce qui m'inquiète, c'est notre jeunesse. C'est ceux qui adhèrent à ce discours d'opposition entre les religions, c'est notre jeunesse, en fait, en réalité, qui est forcément vulnérable et qui est forcément plus facilement sensible à cette idée selon laquelle eh bien, il y aurait un camp contre l'autre, malheureusement. Et toutes ces paroles de sagesse, cette histoire que vous êtes en train de témoigner là, il faut qu'on trouve le moyen de communiquer, de la transmettre à notre jeunesse.
Moi, c'est ce que je me dis là aujourd'hui, tout ce que vous nous dites là. Et je peux vous dire que je parle de la jeunesse, mais également législateurs. Ce que vous avez évoqué tout à l'heure concernant les perruques, par exemple, moi je l'ai dit en réunion de groupe auprès de mes collègues qui voulaient interdire le voile. Je leur ai dit, mais c'est quoi le voile? Est-ce que c'est le voile tel que vous l'imaginez? Est-ce que vous pensez à la burqa? Est-ce que vous pensez à un voile où on laisse un petit peu ses cheveux dépasser? Est-ce que vous pensez qu'il a moins de sens religieux? Et puis si c'est un panier africain, mais qui a ce sens religieux également, est-ce que dans ce cas-là il est interdit? Et si c'est une perruque pour une femme juive, est-ce que c'est quelque chose d'interdit? Et la plupart de mes collègues n'étaient même pas conscients de l'existence de tous ces signes qui ont le même sens religieux in fine, en fait. Et il y a un vrai problème d'éducation en la matière. Oui. Je voulais ajouter, Madame la députée, une chose, c'est que on parle à l'heure actuelle des musulmans, on parle des juifs qui ont souffert. Je parle en faisant de ami, les protestants, il y a quelques siècles de ça, ils ont souffert. C'est-à-dire, au niveau de... Ça fait partie de l'histoire, et peut-être qu'on ne doit pas regarder dans le rétroviseur, regarder devant. Maintenant, au niveau de la République, il faut savoir une chose, c'est que nous sommes un pays extraordinaire, la France. Il y a des jeunes de 20 ans qui ont donné leur vie, parce qu'à 20 ans, on n'a encore pas vécu, qui ont donné leur vie pour qu'on vive dans un pays le plus extraordinaire du monde, avec un peuple le plus extraordinaire du monde, vous voyez. Mais la France, c'est l'excellence. La France, c'est quelque chose c'est pas le bien, c'est le très bien. Maintenant, dans les banlieues d'où vous venez, c'est vous qui nous avez donné, vous voyez que dans les banlieues, les politiques, vous donnez de monter que des salles de boxe, que des salles de karaté, que des salles de taekwondo, et pas de conservatoire, et pas de tennis. Reviennent pour entrer dans le monde normal de l'excellence, c'est bien. Excusez-moi de choquer, quand vous acceptez de dire que l'humour français est connu. Vous voyez que pour remplir des plateaux de télé, on donne à n'importe qui d'être un grand humoriste. Qu'est-ce que vous faites des grands chansonniers, des De Vos et des gens. Et c'est pas parce qu'ils sont musulmans, vous avez très grands, vous avez Smaïn, vous avez Jabel, vous avez des grands humoristes musulmans, on n'est pas là. Mais si on accepte la médiocrité, forcément on va récolter de la médiocrité. Et la France, là où elle doit être, c'est la France qu'on aime, la France que nous sommes, c'est d'insister sur l'excellence. Et tant que dans les banlieues, vous voyez très bien, on était dans une réunion à Stein l'autre fois, la brochure de la mairie, de salle de boxe, ouverture de salle de boxe, comme ça. D'accord, ok, ça va. Qu'est-ce que tu comptes avoir derrière ça? Qu'est-ce que on compte derrière ça? Quand est-ce qu'ils vont toucher un instrument de musique? Quand est-ce qu'ils vont avoir un cours sur la peinture? Donc, je dis, cette considération et cet amour, on ne peut pas toucher le cœur de quelqu'un si on ne parle pas de son cœur. Hein. C'est une règle qui doit exister chez toi aussi, chez les protestants. Mais c'est ça. Et ce qu'on est en train de sauver, madame, c'est pas, madame la députée, ce n'est pas les musulmans, ce n'est pas les juifs, ce ne sont pas... On est en train de parler de sauver la République. Parce que où on fait des choses pour remettre la République sur les rails, où la République n'existera pas. Vous voyez très bien ce qui se passe dans des quartiers où, soi-disant, on ne peut pas montrer, on ne peut pas faire ceci. Et quand vous pensez qu'on a vécu pendant des centaines d'années où les études amenaient au travail et le travail amenait à la réussite, maintenant les perspectives sont plus courtes parce que maintenant il n'y a plus besoin de faire d'études, il n'y a qu'à être un marchand de drogue. Et en fin de compte, on réussit au-delà des parents. Vous voyez, quand un gars il vous ramène 15 000 ou 20 000 euros par mois parce qu'il est en bas de l'immeuble de 3h du matin, de 10h du soir, 3h du matin, et que le père il s'esquinte sur un chantier, il ramène 1 300 euros, n'importe quel esprit va s'effondrer. C'est là-dessus qui, à mon avis, c'est mon analyse. Bonjour, une autre fois, Naïma Mourir. Je rejoins le discours de notre président et notre frère aussi Sylvain. Je suis tout à fait d'accord avec notre président Serge. Et aussi, je rajoute que moi, personnellement, je suis née et j'ai grandi dans un pays qui est le Maroc, où on n'a jamais appelé quelqu'un par sa religion. On ne dit pas ça c'est un juif, un chrétien, un musulman.
De mon côté, personnellement, j'avais la synagogue, elle était plus proche que la mosquée. À Rabat, au centre de la ville, et jusqu'à aujourd'hui, la plus grande cathédrale, elle est au centre de Rabat. Et jusqu'à maintenant, les messes de Noël, elles sont célébrées dans les églises. À notre jeune âge, soit dans les écoles qu'on appelait élémentaires, soit à la synagogue ou à la mosquée, ils nous enseignaient l'hébreu et l'arabe en même temps. Sans oublier que le français, il avait le même coefficient que la langue arabe. On n'a jamais posé la question pourquoi lui, il s'appelle Pierre, l'autre s'appelle Élie, moi je m'appelle Neïma ou autre. On était tous à l'école, ensemble. Les portes étaient ouvertes à tous. On ne dit pas pourquoi les gens, ceux qui vont à la synagogue ou ceux qui vont à la mosquée, on voit les choses, mais on ne se pose pas les questions. On ne se pose pas pourquoi les questions, parce qu'on vit tous ensemble. Je suis aussi fière, historiquement parlant, comme il a dit M. Sylvain, de notre ancien grand compagnon de la libération qui est feu Mohamed V, le sultan du Maroc, qu'après les lois de Vichy, quand les autorités, les responsables français du protectorat au Maroc lui ont demandé de donner ses juifs, il leur a dit: je n'ai pas de juifs, je n'ai que des sujets. Parce que dans la constitution marocaine, les Marocains se sont des sujets des sultans avant d'être des citoyens. Et c'est cette constitution sur laquelle il s'est appuyé pour sauver, comme il a dit, ses citoyens. Ce qui lui a coûté presque 3 ans d'exil après. Et quand je suis sortie du Maroc, à destination du Canada, pour continuer mes études après mon mémoire de maîtrise sur les Juifs du Maroc et les relations israélo-marocaines, suite à la rencontre d'Ifrane entre feu M. Shimon Peres, à l'époque ministre des Affaires étrangères israélien, et feu Sa Majesté Hassan II. Personne ne m'a dit pourquoi tu fais des recherches sur les Juifs ou sur Israël. Toutes les portes m'ont été ouvertes et j'ai continué, raison pour laquelle je voyageais, parce que même dans le Coran, il dit: ô croyants, on vous a créé des peuples et des tribus pour que vous vous rencontrez. Ça, c'est dans le Coran noir et blanc. Le hasard a fait que je fasse le transit par la France et je suis aujourd'hui devenue française et je n'ai jamais mis le pied au Canada. J'ai continué toujours mes recherches à la Sorbonne sur le même sujet. J'aurais aimé et je voulais, c'est pour ça que mon engagement, je n'ai jamais été touchée par ces troubles parce que je sais que l'intérêt général de la France, de la République, ce n'est pas les troubles. C'est une partie du mouvement politique. Pour quelle raison? Vous le savez très bien pour quelle raison. Et notre objectif, c'est de réunir les Français, transmettre ce qu'on a dans la tête et dans le cœur à cette jeunesse, pour avancer tous ensemble pour l'intérêt général de la France, de la République et de tous les Français, de toutes les couleurs, de toutes les races et de toutes les religions. Merci beaucoup pour la richesse et la sincérité vraiment de votre témoignage, vraiment. Très, très touchant. Tout à l'heure, monsieur Benaïm a dit quelque chose qui, moi, m'a assez bousculé. Vous avez dit que les Juifs de France, mais les Juifs de manière générale, ont vécu ce que c'est que de ne pas être aimés. Et qu'aujourd'hui,
les musulmans ressentiraient ce fait de ne pas être aimé, ce désamour. Est-ce que c'est quelque chose que... Est-ce que des fidèles sont venus vous dire qu'on a l'impression qu'on n'aime pas les musulmans en France? Vous avez eu ce retour vraiment? Si je peux prendre la parole, juste quelques petits mots. Tout à l'heure, je vous remercie déjà pour tout ce que vous avez dit. On a le meilleur avocat pour les musulmans ici. Merci pour tout ce que j'ai entendu. Et donc, vous avez commencé en disant que donc il y a ce qu'on entend sur le terrain, et il y a ce qu'on entend dans les hautes sphères ou dans les médias. Alors nous, le travail qu'on fait beaucoup à Bercy, c'est beaucoup avec les jeunes. Depuis des années, le discours, quelquefois moi personnellement, j'ai été parfois touché par ce que j'entendais dans la bouche des jeunes. Des termes, moi je viens de province à la base, des termes que j'ai jamais entendus dans mon enfance, des bases qu'on m'a enseignées en éducation civique à l'école, et que quand on parle avec des enfants, on entend le terme, on montre du doigt, on parle d'une personne en disant d'abord sa religion. Voire même ça peut devenir une insulte. Alors quand on discute avec les jeunes, quand on échange avec eux, on dit mais qu'est-ce qui se passe, de quoi tu parles? Et en fait on se rend compte que c'est pas la religion qui donne ça, c'est pas les imams qui donnent ça, c'est pas les prêtres, c'est pas les rabbins, c'est pas les pasteurs, non. C'est les médias, les réseaux sociaux. Les jeunes aujourd'hui, moi dernièrement, la dernière fois que j'ai parlé avec des jeunes à Nour, à l'association Nour, alors j'avais posé une question, on avait fait un jeu, les tops et les flops. Et quand on a parlé de laïcité, on a expliqué ce que c'était que la laïcité. Parce qu'avant, on nous l'expliquait au collège. En 5e, c'était dans le manuel scolaire. Maintenant, alors, quand on dit laïcité, ils disent plus, ils disent stop. Quand on dit laïcisme, c'est eux qui m'ont dit laïcisme. Ils m'ont dit là, non, ce que vous disiez par rapport aux piscines, etc., c'est peut-être pas la bonne solution. Ce qui se dit dans les hautes sphères, c'est pas le problème de terrain. Donc moi juste, comme j'avais dit que j'allais faire court, on a parlé des amours. On parlait des amours. Moi j'ai senti, depuis que je suis gamin, moi je suis né en France, la laïcité pour moi ça a toujours été de la bienveillance. Envers l'islam, la France c'est un pays laïque. Moi j'explique aux jeunes, je leur dis le fait qu'on vous permette de pratiquer, le fait qu'on nous permette de pratiquer, d'avoir une mosquée, d'avoir un endroit où on prie, c'est un plus. C'est dans un pays laïque, ça aurait pu être un pays laïque stalinien ou autre, etc. Mais c'est pas ça, on n'est pas dans ce cas-là. Donc là, vous parlez de n'importe quoi, les enfants, là. Vous me dites n'importe quoi. La France, elle n'est pas contre vous, puisque tu es français. Comment la France, elle peut être contre toi alors que tu es français? Quand mes parents, quand mon père est marocain aussi, quand il parle de Mohamed V, ou quand il parle de son enfance avec les juifs dans la banlieue de Marrakech, il ne me dit pas du tout ce que les termes que j'entends en France sur les juifs ou sur les chrétiens. C'est pas du tout ça. Donc l'islam, le Coran ne dit pas ce que les médias, les réseaux sociaux transmettent aux enfants. Donc, pour conclure, là par exemple l'association CIEU, l'organisation CIEU fait un travail magnifique. Les associations, les organisations qui font du travail de l'interreligieux, nous par exemple, que ce soit avec Saint-Éloi ou avec CIEU, avec Shift Israël, avec toutes les activités qu'on a dans l'interreligieux, là c'est dommage que ça soit pas un peu plus mis en valeur, que ça soit pas un peu plus subventionné, entre parenthèses. Parce que je pense que c'est sur le terrain, c'est peut-être pas dans la législation qu'est la solution. La législation, c'est beaucoup de philosophie, beaucoup de discours, etc. Ça peut être des barrières, ça peut être des choses qui peuvent être mal vécues et considérées comme de la malveillance. Donc on pourra travailler, faire des débats comme ça jusqu'à 2050, peut-être qu'on n'aura pas résolu le problème. Et la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ça se passe en France? Pourquoi est-ce qu'en Angleterre, en Espagne, chez nos voisins, en Allemagne, ça se passe pas pareil? Pourquoi est-ce qu'en France, il y a ce souci-là? Dans la société, je parle. Pourquoi on entend ces discours-là? Est-ce que c'est pas les médias qui en font un peu, qui font monter un peu qui font le buzz, et les réseaux sociaux qui font, qui en font une soupe, quoi. Si vous demandez
Si je demande à M. Hanouna, il vous l'expliquera là. Il dira, ça marche. Voilà. Moi, tu me connais, je suis franc. Il y a un problème, il y a ce qu'on appelle le pourcentage. Tu vois, en Espagne, tout ça, il n'y a pas autant de gens d'Afrique du Nord qui sont venus. Il y a un problème de douleur. De la même manière, tu as bien vu, je suis le premier, je le fais du fond du cœur. Je défends, à chaque fois, ça fait 15-12 ans que moi je défends les musulmans. À un moment donné, la position n'est pas de tirer sur la France. La France, encore une fois, c'est un des plus beaux pays, c'est pour moi le plus beau pays du monde, et on ne peut pas venir en accusant la France de ce truc-là. Madame la députée, moi je peux vous dire une chose, je peux vous parler de mon enfance. Il y avait l'imam du secteur, il était juste derrière un grand terrain vague, la mosquée, où on joue au foot. Je peux vous dire une chose, que la police, elle peut passer, on continue à jouer au foot. Mon père, il peut passer, on continue à jouer au foot. L'imam, il sort, on arrête et on baisse les yeux. Parce qu'on a un respect, ils ont une force que vous avez castrée. Les imams, ce n'est pas des gens qui sont là pour vous donner de taper du juif ou taper du français ou machin. Ça peut être une autorité très forte. C'est une force de frappe, on dirait, dans des trucs comme ça, qui a été castrée. Donc on a enlevé les parents et on a enlevé aussi ce que l'imam... Alors maintenant, évidemment, les musulmans aussi doivent réfléchir sur comment ça se fait que ça se passe avec l'islam, que ça se passe pas avec les autres. Mais moi, je connais des musulmans, je connais des gens qui, pour eux, à la maison comme toujours et dans la rue comme tout le monde, c'est quelque chose qui leur convient parfaitement. À condition de ne pas les désigner comme ici, parce qu'ils sont très sensibles. Et je reviens sur les quartiers, madame, parce que vous êtes une politique. C'est que quand je vous ai parlé de Vox, tout ça, moi j'aime la Vox, ce que vous voulez, je suis prêt à tout ça. Mais il y a le psychiatre Boris Blosnik qui a écrit un livre qui est sorti récemment et qui a dit une chose qui est vraie. Quand on déculture quelqu'un, on le livre à ses pulsions. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de donner une culture. Et la culture, c'est une culture qui ressemble à tout le monde. Moi, si je fais moi je le dis franchement, je le dis aux petits-enfants, j'ai pas envie qu'ils aillent à la boxe parce que psychologiquement, le cerveau d'un homme, il serve qu'à taper sur un autre, c'est un côté animal. Mais je préfère le tennis, pourquoi pas, faire du sport, faire de la course, des trucs comme ça. C'est-à-dire, il faut réécrire le solfège, comme j'aime le dire. Il faut réécrire le solfège avec amour, et toujours en mettant en tête de tout la République, le peuple français, le pays qui est la France, et tous ces gens qui sont morts pour nous donner une nation comme nous avons. On ne peut pas laisser au bord de la route des gens là, parce que, vous savez, je vais vous donner un exemple et je terminerai avec ça. Quand il y a eu l'affaire des frères Kouachi, c'était un vendredi. Ils étaient enfermés dans on voyait à la télé, partout, il y avait toute l'armée française qui était partie là-bas pour... J'étais voir le Cheikh Achour, qui était de la mosquée Omar. J'ai dit, venez, on va là-bas, on va éviter que 2 mois, que ça va changer. Venez, on va le voir, si on va vous parler, le Cheikh, il va parler. Le Cheikh, il m'a dit, si eux, ils n'écoutent pas le bon Dieu, ils vont t'écouter à toi et à moi. Vous comprenez? C'est-à-dire, la distance qu'il y a entre ce qu'on fait passer pour des intégristes, avec quelle est sa réflexion vis-à-vis des gens qui, eux, sont des frappés de la tête, vous comprenez? Et pourtant, on dit, ah, les musulmans, qu'est-ce que ça va le Cheikh Achour avec ces gars-là? Il y a 2000 km entre un et l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un veut rebondir? Oui, merci. Merci à vous qui avez précédemment pris la parole pour reposer à la fois dans l'histoire et dans le concret ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et puisque Serge a eu l'amabilité, la gentillesse de rappeler les persécutions dont ont été victimes les protestants il y a quelques siècles déjà, mais je voudrais reprendre à partir de là, c'est sur l'importance de ce que l'histoire nous apprend. Mais ce qu'elle nous apprend, chaque génération doit le réapprendre, parce que ça ne passe pas génétiquement, et il faut se replonger dans la connaissance du passé,
Alors, en ce qui concerne le protestantisme, il y a eu en France, parce que ça dépend aussi des pays, les terribles persécutions du temps des guerres de religion, et s'en souvenir, ça donne une conscience du présent, j'allais dire, un peu plus consciente. Et particulièrement lorsque d'autres personnes sont persécutées, ce qui s'est passé par exemple pendant la Deuxième Guerre mondiale, et justement il n'y a pas longtemps les mémoires du pasteur Procmé du Chambon-sur-Lignon ont été publiées et qui rappellent ces engagements-là, qui viennent aussi à la fois d'une conviction de foi, là, il faut le dire, et il y a beaucoup d'autres convictions tout à fait honorables que les convictions de foi, mais c'est porté par les convictions, et puis c'est porté parce qu'on connaît de son histoire, mais il faut un peu la connaître. Et ça, c'est très important. En ce qui concerne les protestants, on peut dire aussi que la loi de 1905, ils y ont travaillé. Pour certains éminents, et ils l'ont reçu avec joie, avec gratitude, comme une loi qui était d'une certaine façon libératrice, d'une loi qui permettait une reconnaissance, d'une loi qui permettait de ne pas se sentir écrasé par quelque chose, par une religion ou par quelque chose qui était dominant. Les protestants, on a toujours été minoritaires. On sait ce que c'est. Moi, je me souviens quand j'étais petite fille, alors ça remonte une cinquantaine d'années aussi, l'époque était différente, mais quelque chose d'impensable aujourd'hui, une institutrice qui demande, non, une professeure au collège, qui demande, mais quelle est votre religion? Alors évidemment, tout le monde lève, sauf une, lève le doigt pour dire on était catholique, parce que là où j'étais c'était comme ça, et puis qui n'est pas catholique, et bien, j'étais la seule à lever le doigt. Mais du coup, figurez-vous que cette professeure m'a demandé d'expliquer au reste de la classe ce qu'était ma confession protestante. Je ne sais pas si c'est imaginable actuellement dans un collège qu'il puisse y avoir cette démarche-là. Et pour elle, c'était important que, même s'il n'y avait qu'une élève parmi ces 30 et quelques qui n'étaient pas catholiques, c'était la religion dominante, et bien ces petits catholiques-là, pratiquants ou pas, on n'allait pas jusque-là, puissent entendre, prendre conscience qu'il y en avait d'autres. Parce que c'est un peu ça aussi, justement, c'est faire la place aux autres, c'est comme ça que la loi de 1905 était dans l'esprit, c'est faire la place aux autres, et même quand des fois il nous semble un peu bizarre. Et c'est pas autre chose. Donc cette question de connaître son histoire, elle est très liée à ce que vous disiez sur l'éducation. Et c'est vrai que dans l'histoire du protestantisme français, il y a eu aussi une grande insistance sur l'éducation, tout simplement parce qu'il fallait lire la Bible. Donc il fallait lire, et même à des époques où très peu savaient lire. Donc c'est quelque chose d'important. Et l'enseignement aux jeunes, c'est à nous aussi, dans les communautés religieuses protestantes, d'ouvrir ces esprits, de les ouvrir, de leur faire connaître ce qui est différent, et en même temps, parce que c'est très important aussi, de leur donner une lecture critique de leur propre tradition et de leur propre manière d'être. Parce que voilà, c'est important dans cette liberté de conscience qu'il y ait l'esprit critique qui vienne là. Et puis, il y a une autre caractéristique du protestantisme, c'est sa diversité. Et ça depuis l'origine. Et ça a été un état d'esprit qui n'a pas toujours été apaisé. Et ça a parfois même été violent. Et violent, alors pas forcément en actes, mais au moins en parole et en esprit, y compris en France. Mais avec tout ça, on apprend et on a appris aussi à discuter avec la diversité. Parce qu'elle faisait partie de notre histoire et de notre être protestant. On n'est pas tous les mêmes. Et il se peut même parfois qu'on soit très différents. Et il y a eu des anathèmes qui ont pu être lancés les uns contre les autres et qui peut-être le sont encore. Mais cette diversité très différente et qui est accentuée en ce moment par le fait qu'il y a des protestants qui viennent d'autres pays, parliez de votre propre origine togolaise, voilà, et qui ont donc une manière différente de celle des protestants français, qui ont une langue différente, qui ont une histoire culturelle dans leur pays et dans leur protestantisme même différente de celle des protestants français. Et bien on apprend et on a appris à discuter avec tous ces gens-là très différents et parfois très surprenants, parfois très bizarres, et à apprendre à se connaître, à se reconnaître,
à respecter le parcours de l'autre sans lui demander de devenir comme nous, parce que ça n'a aucun intérêt. On a appris aussi ça, à le faire et on essaie donc de le vivre non seulement dans le protestantisme entre nous, mais aussi avec tous nos concitoyens, parce que qu'ils soient d'autres religions, d'autres confessions ou qu'ils n'en aient pas du tout. On a appris et on essaie de le vivre, mais ça s'apprend. Ça s'apprend en connaissant son histoire, ça s'apprend en étant le plus au clair possible avec ses propres convictions, ça s'apprend en discutant avec les autres, en dialoguant, et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça ne vient pas comme ça. Ça prend du temps, c'est non seulement une affaire d'éducation pour les plus jeunes, mais je veux dire, il ne faut pas renoncer à éduquer les plus âgés aussi, hein, finalement. Ça marche aussi, ça prend parfois encore plus de temps. Mais c'est pas grave, on ne peut pas renoncer à ça. Et cette connaissance et reconnaissance mutuelle, on la travaille, on la reprend, je disais, à chaque génération, parce que ça ne passe pas dans le sang, et on est... mais c'est l'exemple aussi qu'on a de ceux qui le font, qui nous motivent, qui nous engagent, avec cette conviction qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre ensemble. Et ce qui se passe dans le 12e, ce que j'ai vu ça fait pas très longtemps que je suis dans cette paroisse, et puis en plus avec un an de confinement sur 18 mois, c'est plus compliqué, mais précédemment, dans mes lieux précédents, j'ai vu aussi ces dialogues, ce temps qui est pris, qui est passé à faire connaissance, à se parler, à entendre vraiment ce que dit l'autre et à le respecter, même dans cette diversité. Et ça, c'est vraiment... excusez-moi, je termine. Ça nous semble vraiment essentiel et fondamental. On a beaucoup parlé de République. Moi, je voudrais juste reprendre la devise de cette République. Liberté. Et la liberté, c'est beaucoup plus exigeant que la sécurité. C'est très beau, mais c'est beaucoup plus exigeant. La fraternité, c'est beaucoup plus exigeant que la crispation identitaire. Et l'égalité, c'est beaucoup plus exigeant que la compétition. Mais on est d'accord pour ça. On est d'accord. Là, dans ma communauté, je suis en train de faire il y a un groupe de lecture qui lit un des livres de la Bible, de nos Écritures, qui s'appelle l'Épître aux Galates, et dans lequel Paul qui dit « C'est à la liberté que vous avez été appelés. C'est pour la liberté que vous avez été libérés. » C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, la fraternité. Donc, dans nos religions, ça remonte loin, si je puis dire, et c'est vraiment une... Et l'égalité aussi. Et l'égalité aussi. Mais après, voilà, on n'a pas tous les mêmes discours, et on s'enrichit des discours des autres. Et ça aussi, c'est la réalité. Et témoigner de ça, je pense que ça rend service à toute la société, y compris aux non-croyants, y compris aux libres penseurs, aux athées. Et ça, c'est un témoignage qu'on apporte, qu'on peut apporter, et qui est important pour vous aussi, en tant que député, et avec tous vos collègues. Et une dernière chose aussi, je ne sais plus qui a parlé, de cette connaissance des religions, des motifs pour lesquels il y a certains rites, certaines habitudes, certaines prescriptions. En France, on a quand même la chance d'avoir des études de sociologie des religions extrêmement pointues, d'une extrême valeur. Il faut se renseigner là aussi. C'est très important, et c'est fait. On n'a pas à refaire les choses de zéro, c'est fait. Et ça nous aide à nous connaître, à nous comprendre, à avoir des nuances, à voir aussi, on n'est jamais ni tout blanc ni tout noir, on est tous plus ou moins gris. Et c'est aussi important de pouvoir le reconnaître de temps en temps. Mais on a plein d'outils déjà. On a plein d'outils. Et on n'a pas forcément besoin d'inventer de nouvelles choses. On a déjà des choses, alors qu'il faut reprendre pour aujourd'hui, mettre en œuvre pour aujourd'hui, repenser, reconnaître nos histoires passées pour aujourd'hui. Mais on a déjà beaucoup de choses. Merci beaucoup. C'est extrêmement riche et inspirant, en fait. Je me disais en vous écoutant que malheureusement, cette histoire que vous avez racontée de l'école, lorsque vous avez pu parler de votre religion, aujourd'hui ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible, et parce qu'en effet, la neutralité à l'école est d'une telle exigence
qu'on ne peut plus même aborder le fait religieux en dehors de l'approche purement historique. Et donc tout l'aspect spirituel qui est lié à une religion ne peut pas être abordé, y compris même la compréhension des rites. Et pourtant, c'est essentiel à comprendre chacun et comprendre aussi les exigences, le cheminement de chacun. Vous indiquiez que vous avez une telle diversité au sein de la religion que vous avez des moments où vous construisez un dialogue. Comment est-ce que concrètement vous arrivez à mettre cela en œuvre pour que les gens se parlent, échangent, puisque sinon on ne peut pas le faire à l'école. Finalement, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour mettre en œuvre. Alors, c'est vrai qu'il y a des associations telles que CIeux, mais il faut qu'on arrive de manière plus générale, au sein de l'ensemble de la société, à créer ces espaces de dialogue, pour que chacun comprenne les nuances de chaque spiritualité aussi. Madame la députée, je voudrais vous dire quelque chose. Je reviens sur... J'étais témoin il y a 2 ans de ça, pour enterrer Madame Knoll, qui a été assassinée, poignardée, brûlée. J'ai été à Miami voir le corps et on devait l'inhumer. Simplement, comme ils avaient brûlé la maison, il n'y a pas de papier. Il n'y avait pas ni de carte d'identité, ni rien du tout. Donc il a fallu faire auprès du procureur, c'était Molins à l'époque. Il me dit, Serge, qu'est-ce que je fais? On commence à l'époque pour donner la sortie de bien à fichu, je sais pas, je n'ai pas. Il me dit, alors tu sais quoi, ils vont là-bas, maintenant la police. Je te donne l'autorisation d'aller avec la police pour rentrer, donc couper les CD. Essaie de trouver quelque chose qu'on puisse trouver. Alors j'étais avec la police pour accompagner, on est rentré chez Madame Knoll, et le même jour on est monté chez le fameux voisin qui a assassiné Madame Knoll. Chez Madame Knoll, une femme de 84 ans, j'ai vu des disques, des 33 tours sur Gershwin, Mozart, Verschuren, il y a de tout. J'ai vu des revues, pas celles chez les dentistes qui ont 5 ans, 10 ans, c'est des revues récentes. Il y avait des tableaux brûlés, il y avait quelque chose, il y avait une culture dans cette maison. Quand je suis monté dans la maison de l'assassin, il y avait 5 télécommandes et un poster de Zidane. C'est-à-dire, en fin de compte, c'est la médiocrité qui a tué la culture, qui a tué l'excellence. Et à mon avis, tout ça vient de tout. Vous savez, moi je suis très ami avec la mosquée, l'église du 11e, mais vraiment quand je lui dis ami, demandez à Alexandre, j'ai des clés, j'ai fait, comme je suis un latiniste, j'ai même fait un enterrement en latin. Ils ont porté même les séminaristes pour voir un juif faire un enterrement en latin dans une... C'est un truc comme ça. Et on reçoit le catéchisme 1 fois par an. C'est-à-dire le catéchisme, c'est 10 ans, 12 ans. Alors on les reçoit, on leur explique, on leur machin, etc., etc. Et on leur fait une petite table avec du Coca-Cola, des gâteaux, des chocolats. Il y a 2 ans de ça, c'était avec le père Barjot. Et une gamine qui sort, elle me dit, mais vous êtes très gentil, monsieur. Je dis, c'est gentil. Elle me dit, comment ça c'est que vous avez tué le Christ? Elle a ouvert le dossier. Elle a ouvert l'enquête. On a ouvert l'enquête. Non, mais enfin, pour vous dire... Tu avais un alibi, tu lui as dit que tu avais un alibi? Des fois, de vivre ensemble, de se connaître, ça ne se fait pas immédiatement, ça se met pas en une formule de 160 caractères. Ça prend du temps, ça prend de la patience, parfois de la persévérance. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis il y a aussi le fait que finalement quand on parle du beau et du bon, ça a aussi de l'effet. Et c'est aussi formateur. Lorsqu'il n'y a que de mauvaises nouvelles, ça décourage tout le monde. Et mettre en avant, mettre en valeur ce qui se fait de bon et de beau, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gens différents qui s'entendent bien. Ça fait du bien de voir, de découvrir la valeur, de l'intérêt, je veux dire, ou de la profondeur d'une autre culture, d'une autre tradition. Ça fait du bien. Ça fait du bien à ça. Et ça aussi, c'est quelque chose qui participe à
à cette formation, à cette connaissance de l'autre, parce qu'on s'y sent bien, on se sent ni menacé, ni agressé, ni... au contraire, ça va de mieux en mieux. Mais ça aussi, c'est une volonté de montrer ce qu'il y a de beau et de bon chez l'autre, d'aller le découvrir. C'est une vraie volonté. Si je pourrais juste te dire, si tu as fini. Vas-y. Je suis née en Algérie, et à l'époque, avant la guerre d'indépendance, avant 54, et surtout dans les années avant 60, les familles se partageaient les repas. Quelqu'un faisait un couscous, un autre plat, même bien autre. On l'emmenait à la voisine, qu'elle soit musulmane, juive ou chrétienne. Lorsqu'il y a eu la guerre, les bombes, les attentats, etc., les assassinats, les familles restaient cloîtrées chez elles après. On ne se parlait plus, on se fréquentait moins, parce que tout le monde avait peur les uns des autres. Donc là, c'était en période de pleine guerre. Et j'aimerais, c'est ce qu'on avait dit au début quand je suis entrée à Cieux, on aimerait retrouver cela. Alors on le fait d'ailleurs, la synagogue, la mosquée, ou avec Cieux, on se fait des échanges de petits cadeaux, de gâteaux, de choses comme ça. Et je crois, et quand je suis arrivée donc, en France, je suis allée dans le côté de Grenoble qui s'appelait Saint-Igné. Et lorsque je suis arrivée, des jeunes me disaient « c'est une pied noire ». J'étais vraiment la dernière des dernières. Mais ça s'arrêtait là. Ça m'a vexée sur le coup, puis je m'en fous, je suis pied noir, je suis pied noir. Mais ça n'a pas été plus loin. Pourquoi? Parce qu'il y avait des barrières dans tous les sens du terme. Il y avait des barrières dans les familles, il y avait des barrières à l'école surtout. On ne laissait pas faire les choses comme ça. Et il y avait des barrières aussi dans les religions. Et il faudrait que ça revienne. Comme on a parlé de l'école, on doit pouvoir enseigner aux enfants. Les professeurs n'osent plus parler de certaines choses qui peuvent blesser d'autres. Parce que les enfants sont formatés, comme dit Serge, par des groupes politiques, extrémistes, qu'on veut. Et l'enseignement se fait aussi à l'école, pas que à l'école, mais aussi. Si dans la famille on ne peut pas le faire parce qu'on a des problèmes de logement, qu'on est à 5, 6, 10 enfants dans 2 pièces, et que pour soulager un peu, on met les enfants qui vont se promener dehors, qui font de mauvaises rencontres, il y a aussi un problème social de logement, de choses comme ça. Mais si en plus, ils ne sont pas enseignés à l'école, parce qu'on leur a dit, celui-là c'est un juif, celui-là c'est un noir, celui-là c'est un arabe, il ne faut pas le fréquenter, et que à la limite, tu peux lui donner un coup sur la tête. Il faut que ça se fasse à tous les niveaux. La famille, l'école, les religions. Moi, je sais que quand on va à Nour, on a assisté à plusieurs spectacles, aucun élève nous a manqué de respect, au contraire. Si on avait pu nous donner tout ce qu'on voulait, des gâteaux, une chaise... Donc c'est à tous les niveaux. Parce que si on fait un niveau et qu'on ne fait pas les autres, ça risque de ne pas marcher. Donc c'est tous les niveaux. Les familles doivent être... Alors je parle sur le plan social, moi je suis très touchée par le logement, puisque j'ai été militante pour que les familles soient relogées. Il faut qu'il y ait des logements appropriés pour chaque personne. Alors on peut peut-être pas avoir des 5, 6, 10 pièces à chaque fois, mais au moins de ne pas laisser des familles traîner dans des hôtels, qui restent des années dans les hôtels parce qu'on ne leur donnera pas de logement. Et c'est souvent des coépouses qui sont dans les... on donne un logement au mari avec la première épouse, on ne donne pas de logement avec les coépouses, ce qui fait que les enfants qui continuent à naître, parce qu'on se retrouve dans des hôtels avec 3, 4, 5 enfants, 6 enfants. Moi-même, j'ai vécu avec mes 6 enfants dans une chambre d'hôtel, suite à une expulsion locative. Donc, c'est une question sociale, et pas seulement de donner de l'argent, de ceux qui vont pleurer, mais de bien étudier le dossier, et d'aider les familles qui veulent s'en sortir, et qui ne peuvent pas s'en sortir quand on est avec plusieurs enfants à l'école, on n'a pas de vie de famille, on n'a pas de vie de couple, et les enfants ne peuvent pas étudier, donc ils vont dehors.
Et dehors, on le voit bien avec Pinocchio, hein, les contes pour enfants, dehors on tombe sur des pourritures. Daniel, je m'excuse de te déranger parce que de te couper, d'abord parce qu'il faut que... Mais il ne faut pas glisser sur un autre problème qui est nous ce qu'on est... C'est pas le problème, c'est le même, Serge. Attends. Parce que si dans la famille, on fait attention... On peut avoir sa perception du... Voilà. Si dans la famille, on fait attention parce qu'on a la possibilité de le faire, parce qu'on n'est pas surchargé, fatigué par tous les enfants, c'est très difficile de vivre dans une seule pièce avec plusieurs enfants. Donc, mais c'est pas, je ne milite pas pour le logement, là, je milite pour l'enseignement des enfants. Ensuite, quand on peut à l'école continuer à ce que chacun ait sa place, sans de discrimination et autres, et ensuite dans les religions. Si on se met tous ensemble, oui, on y arrivera. S'il n'y a qu'un seul truc qui manque, ça sera bancal, ça ne pourra pas. Enfin, je n'étais pas du tout pour autre chose que appuyer ce que tu as dit. Excusez-moi, moi je ne savais pas que ça ne pas, vous avez prévu combien de temps en fait? Alors, moi Non, parce que moi je serais peut-être resté, mais bon. On m'a appelé pour me vacciner, là, je ne sais pas. Ah, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on aille dans un quart d'heure. Bien sûr. Mais il faudrait quand même que les musulmans eux-mêmes. Exactement. C'est les musulmans, excusez-moi, mes amis juifs, là, et puis pas faire trop, je me permets une petite critique, vous avez beaucoup parlé du passé, mais aujourd'hui, je crois qu'on vous êtes là pour savoir quelles sont les réactions des uns et des autres, ce qui vivent dans le quartier. Ce qui s'est passé, c'est important. Au Maroc, c'est important. Quand au Maroc, je serais un peu surpris de ce que vous avez dit, ça a l'air d'être idyllique. Je n'ai pas toujours compris ça, moi. Mais enfin, on n'est pas là pour discuter de ça, hein. Mais je trouve que ça a fallu que moi je manquerais beaucoup parce que je n'ai pas entendu beaucoup les musulmans. Or, c'est eux qui devraient parler le plus. Parce que c'est quand même, il faut mettre le point sur les îles. Je suis porte-parole des musulmans. Ah, moi, je veux bien. Je vais même leur faire un cadeau. Attendez. Voilà, donc, moi je vais demander à l'anglaise, pas tout de suite. Je ne sais pas si je reviendrai moi-même, si vous faites une autre réunion, ce sera le curé Saint-Gabriel, mais enfin, je pense que ça serait bien que chacun dise ce qu'il vit dans son quartier, si c'est. Et alors vous, qu'est-ce que vous identifiez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous vivez? Honnêtement, c'est très difficile, je ne suis pas... J'ai repéré l'association SUE, je vais certainement essayer de prendre contact avec elle, j'ai entendu parler. Mon curé, c'est un avantage de choses, hein, ne serait-ce que chaque année, on a plusieurs adultes qui vont se baptiser, et un sur deux, sans doute, une origine musulmane. C'est intéressant de voir la réaction. Hein. Mais je peux donner ma réaction personnelle, la réaction un peu des autres. Ce qu'il faut, on aurait pu dire aussi autre chose, pourquoi l'antisémitisme, là, aujourd'hui, hein, il y a 3 siècles, vous savez que le problème palestinien, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas un mot qui a été dit là-dessus, si vous voulez. Si vous voulez qu'on parle un peu des problèmes actuels, là, ne me regardez pas, ça me fait peur. C'est vrai que moi, mes amis et autres, je peux vous dire qu'on bute là-dessus. Pourquoi? Parce que ces braves gens, ils n'ont rien fait. Ces Palestiniens, ils n'ont rien fait. Ils ont été remerciés de fait. Ils servent de faire valoir, monsieur. Non, attends, je te dis, je ne vais pas prendre... Si, ils servent de faire valoir. Ils servent de faire valoir parce qu'on a dit aux partis extrémistes, etc. C'est politique, c'est politique. C'est des chiffres qu'on a invités depuis 20, 30 ans, 40 ans, alors qu'aujourd'hui, ils ont perdu tout. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais vous avez peut-être raison, c'est peut-être vous qui avez raison. Je ne sais pas. Ce que vous vouliez entendre, justement. Voilà, je lui demandais de demander la parole. C'était voilà, pour intervenir. D'abord, pour commencer, je souhaiterais saluer tout le monde, tous les participants ici. Et je vous félicite aussi pour l'avoir organisé. Non seulement à travers ça, mais avec votre jeune âge, ça nous donne, on a beaucoup d'espoir que, avec tout le travail que vous faites, cette loi que vous avez essayé de faire passer, qui n'est pas passée, mais l'histoire reviendra là-dessus, ça c'est sûr et certain, parce qu'on ne peut pas régler ce problème sans passer par là. Donc nous sommes ici dans le 12e arrondissement depuis plus de 40 ans. Nous étions là au moment où, au Gare de Lyon, il n'y avait personne qui osait rentrer là-bas, tellement il y avait des voyous, des drogués, des dealers, il n'y a que ça là-bas. Et nous avons survécu à cela, parce qu'après, quand Mitterrand a cassé tous ces ghettos-là, après, la vie a repris, nous avons créé une association, on a regardé, on dit on doit s'organiser en association, il ne faut plus laisser nos jeunes aller être récupérés par des gens qui font des activités néfastes.
Et il faut que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. Les anciens, nous qui étions là, qui travaillons ici, on s'est organisé, on a des enfants, ils vont venir, on va leur donner des soutiens scolaires. Parce qu'on sait que pour arriver à quelque chose, il faut d'abord une bonne éducation. Une bonne éducation, une bonne communication. Voilà les deux fléaux. Bonne éducation et bonne communication. Parce que si l'enfant n'est pas éduqué convenablement, c'est-à-dire, je veux dire, quand je dis éduqué, il faut qu'on se comprenne aussi sur le terme. Éduquer, ce n'est pas seulement lui mettre plein de choses dans la tête, mais c'est d'éduquer, c'est l'apprendre comment se comporter, comment être dans la vie. C'est ça l'éducation, dans le vrai sens. C'est pas remplir la tête avec des trucs universitaires, et puis après, voilà, sur le plan comportemental, humain, c'est comme si on avait préparé un robot, quoi. Donc l'éducation doit insister sur ce côté-là. Et comme il a dit aussi, madame avait dit tout à l'heure, elle a touché un point extrêmement important. Elle a parlé d'information, de nouvelles. En fait, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Et c'est fait sciemment. Tout ce que vous voyez, cette tension qu'il y a entre les religions et entre tout ça, ça vient des informations. D'ailleurs, il y a 3 gens, j'ai dit à madame, l'autre députée qui était là avant vous, madame Sandrine Mazetier, nous avons eu des débats comme ça. Je lui ai dit, madame, vous ne pouvez pas prendre votre courage à deux mains, vous demandez une commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour regarder quel est l'impact des mauvaises informations sur la psychologie des Français. Vous savez, comme elle vient de le dire, si ces médias-là, se donnaient la peine de mettre un peu d'enthousiasme dans le cœur des Français, d'encourager les gens, au lieu de les opposer les uns aux autres. Si on les mettait tous on faisait comme par exemple des choses qui se font comme ça, qu'on explique un peu partout pour que les gens sachent qu'il y a des choses qui se passent qui sont très positives dans ce pays-là. Ça créerait une dynamique, une grande dynamique qui va réunir tous les Français, et ça rejoint la trilogie française, la France qui a écrit au fronton de l'humanité, liberté, égalité, fraternité. Fraternité. Moi, j'ai plus de 40 ans, j'ai entendu des débats sur la liberté, des débats sur l'égalité, mais sur la fraternité, non, c'est toujours au calendrier grec. Alors que c'est ce levier-là qu'il fallait mettre en marche pour que ce pays avance. Parce que la France, ce n'est pas un petit pays, comme il a dit. C'est un très grand pays que nous aimons tous. C'est 5e ou 6e, je ne sais pas, économie mondiale, c'est pas rien. Son histoire et tout. Alors, il y a des forces. Moi, j'ai remarqué ça, c'est bon. En tant qu'observateur depuis longtemps, j'ai remarqué qu'il y avait ça penchait, ça prenait une mauvaise direction. Ça allait dans le mauvais sens. Et la population étant victime de ça, ils ne font que subir. Ils consomment tout ce qu'on leur donne. Ils envoient tout ce qu'on leur donne. Or, c'est tous ceux qui ont étudié un tout petit peu seulement, la psychologie de l'être humain, c'est-à-dire les êtres humains, comment ils réagissent par rapport à des situations. Parce que les situations, souvent, elles sont neutres. C'est la réaction que nous avons par rapport à cette situation-là. Moi, quand je suis allé comment dirais-je, l'information, la bonne information, la bonne éducation, à mon arrivée ici, dans les années, c'était en 81, et il n'y avait pas ce problème-là, ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Et chaque matin, on allait au chantier, puis je travaillais avec un Français, un ami français. On a discuté, à un moment donné. Chaque matin, on se rencontre au café. C'est là-bas qu'on prend le café avant d'aller au boulot. Puis il me dit, écoute mon pote, tu sais, moi, c'est la vérité. Hein. Moi, je ne suis pas raciste, hein, mais bon, je n'aime pas les Arabes, c'est la vérité. Alors ça fait quoi? C'est vrai la première fois que j'entendais ce truc-là. Et puis, on reste quelques moments après, je lui dis, mais au fait, toi, tu ne connais aucun Arabe. Il m'a dit, si, Mohamed, lui, il est bien, on travaille ensemble. Je lui ai dit, vous savez, si vous avez un problème de communication, c'est la plupart des gens qui se disent racistes ou quoi que ce soit, c'est un problème de communication. C'est ce que nous avons compris ici. C'est pourquoi on fait un travail de terrain depuis longtemps.
Ce travail de terrain ne se voit pas, mais ça a porté ses fruits. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes chrétiens qui viennent envoyer notre petite salle là-bas. Ils font des réunions, des conférences, des débats d'idées. Et nos jeunes musulmans aussi quittent là-bas, ils viennent dans les églises, ils rentrent dans les églises, ils vont, il y a le prêtre qui les prend en main, qui leur explique ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et les enfants se sont retrouvés, on voit à la synagogue, ils sont venus ici, plusieurs fois. Alors la même chose, ils écoutent, ils regardent les gars qui disent Amen, Amen, on voit les trucs. Ils ont arrivé là-bas, on s'assoit et puis on discute entre eux. Puis les enfants, ils ont l'esprit tellement ouvert que finalement on a pu, avec fraternité, créer des spectacles de jeunes, seulement que des jeunes de 9, 10, 11, 12, 13, 14 comme ça, qui font ce spectacle-là, et basé justement sur le vivre ensemble. Donc nous avons compris ce travail-là que nous faisons sur le terrain. D'ailleurs, même c'est l'occasion encore de dire comment ça s'appelle la destination-là? L'hypercachère là qui a été attaqué là. Nous on partait là-bas tout le temps. C'est vous dire les informations, combien c'est injuste des fois. Nous on partait là-bas chaque année, presque 10 ans. Chaque les 2 aïds, on va acheter là-bas des gâteaux cachers pour l'amener à la synagogue. Et pour donner à d'autres amis juifs qui sont dans d'autres quartiers. Pendant 10 ans, on le fait. On plaisantait même avec les boulangers qui étaient les jeunes qui vendaient ces produits-là. On leur disait, bon. Et puis quelques temps après, on voit il y a un esservolé musulman qui est venu avec un pistolet. Il a tué plein de personnes. Et parmi ces gens-là, ces jeunes-là avec qui on avait des contacts. Donc nous avons été doublement victimes. Non seulement on les connaissait, mais ensuite, avec les informations, on faisait croire aux gens que c'est les musulmans ça a quelque chose avec l'islam. Ce qui est faux, fondamentalement faux. Ça n'a absolument rien à voir avec l'islam. Absolument rien. Moi, je sais que les religions, depuis des siècles et des siècles, les gens se sont servis des religions pour arriver à leur fin dans ce bas monde-là. Parfois c'est politique, parfois c'est social. Mais là, les religions, toutes les religions, ils sont différents, les religions sont différentes dans leur forme. À la surface, ils sont différents. Mais dans leur fond intérieur, à leur source, à l'intérieur, c'est le même message. Quel est ce message-là? Il l'a dit là-bas encore. Je reviens là-dessus. C'est l'amour. Il s'agit d'amener l'être humain vers son Seigneur. Pour amener l'être humain vers son Seigneur, il faut l'amener vers l'amour. On ne vient pas là-bas avec la violence, l'agression, quoi que ce soit. Il faut être bon. Il faut avoir de la compassion. Il faut avoir de la fraternité, de la solidarité. Ce sont ces choses-là, ces qualités-là que toutes les religions demandent. Aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Et même s'il ne s'agit pas seulement de religion seulement, même les hommes de bonne volonté. Tout le monde peut participer à ce jeu-là. Si on attirait les Français, l'attirer des gens dans ce sens-là, croyons pas croyants, cette amitié-là, cette fraternité-là, c'est quelque chose qui est fondamental chez l'être humain. Tant qu'on ne touche pas ce côté-là, ces jeunes que vous voyez qui se révoltent là, c'est par manque d'amour. Quelqu'un qui va poser des bombes, c'est par manque d'amour. Quelqu'un qui fait, il est loin de l'amour. Mais si ces jeunes-là, on leur apprend dès le bas âge, quelle est l'attitude, quel est le rôle dans ce bas monde, comment est-ce qu'on doit se faire, au lieu de, comme il a dit tout à l'heure, de privilégier la compétition, privilégions la coopération. Apprenons aux enfants à respecter tout ce qui est créatif. Par exemple, le monde végétal, le monde animal et les êtres humains. Il faut apprendre aux enfants à respecter le monde végétal, à ne pas massacrer les arbres, couper les fleurs, couper les fers, n'importe. Il faut leur apprendre à leur dire pourquoi. Il faut leur apprendre à respecter les animaux. Il faut leur apprendre à respecter les êtres humains. C'est ainsi qu'on pourra nous aider nous-mêmes, surtout au moment où notre société, notre génération est face à un défi formidable pour l'histoire, pour sauver l'espèce humaine. Il ne faut pas qu'on leur fasse croire qu'ils sont là pour gagner des diplômes, avoir de l'argent et être de grands consommateurs. On nous a appris à être des consommateurs, consommer, c'est-à-dire exploiter la Terre, notre planète Terre là, qui est si belle. Dans un désert planétaire, on a un petit centre bleu magnifique où il fait bon vivre, ensemble. On nous apprend que cette chose-là, nous sommes hors de cette chose. Donc nous sommes venus juste pour exploiter cette planète-là, comme un gisement. Il faut l'exploiter jusqu'à la dernière plante, jusqu'aux derniers animaux. Et c'est ça qu'on est en train de voir. On voit les espèces d'animaux et végétales qui disparaissent chaque jour. Musulmans, chrétiens, juifs,
homme de bonne volonté. Aujourd'hui, on doit dépasser ces choses-là et nous devons nous donner la main et aller directement ensemble dans ce sens. Et je crois que nous avons une occasion formidable là, avec le Covid là aussi, qui montre notre unité, c'est-à-dire la vulnérabilité de l'être humain. Nous sommes face à quelque chose qui doit nous montrer qu'on est un. On a besoin du même vaccin, des mêmes masques, des mêmes... Il faut arrêter. Il faut dire la vérité aux gens. Qu'est-ce que c'est réellement? Comment il faut faire? Et quand on éduque les enfants dans ce sens-là, si on leur explique bien nos enfants, la preuve est là, nos enfants. Comme il a dit, parfois tu entends les enfants, ils nous sortent des réflexions qui nous dépassent nous-mêmes tellement, ils ont bien compris. Et c'est ce que nous voulons, eh bien, c'est ce que nous voulons, nous avons essayé de faire, c'est pourquoi ça nous a valu, c'est vrai, ça nous a valu la presse, des télévisions, des trucs qui sont venus rendre visite, nous poser des questions pour savoir comment est-ce qu'on fonctionne et tout. Donc moi je veux pour conclure, je veux dire que c'est bien, c'est-à-dire que les rencontres comme ce genre de rencontres sont extrêmement importantes parce que comme elle a dit, la diversité des cultures et des provenances est une richesse. Parce que si on pensait tous de la même façon, on avait le même truc, on ne va pas avancer. Mais si on vient de différentes religions, on se rencontre, on respire, on a 1000 chances d'aborder tous les problèmes sous leur meilleur angle. 1000 chances. Mais si on reste avec les mêmes, une pensée unilatérale là, on n'ira nulle part. Or, je suis désolé de le dire, mais les politiciens, c'est eux qui ont rendu la vie délétère en France ici. Les informations, ils se sont servis des médias et des politiciens eh bien, pour créer une sorte de psychose qui n'existe pas en fait. Qui n'existe pas parce que les Français, si tu regardes bien la vie des Français, les Français sont grands pauvres. À part les médias qui disent que rien ne va. Vous allez dans les rues, les gens sont en train de vivre tranquillement. Ils ont leur poissonnier du coin, ils ont leur machin du coin, ils ont ils sont en train de se marier, ils sont en train là, si tu regardes la majorité, je dis les Français, ils vivent très bien avec les étrangers et avec les musulmans. Ça, moi, je vous le dis au bout de 40 ans d'existence ici, je vous le dis tout de suite. Si j'étais victime de racisme où il y avait des machins, vous allez le dire. Mais je dis la vérité, les gars, ils veulent seulement qu'on les Français, ils veulent qu'on les laisse vivre tranquillement, comme tout le monde. Ils ont leur famille, leurs enfants, ils ont leur joie et leur tristesse, comme tout le monde. Donc, quand ils voient des gens qui arrivent ici, et avec les médias qui sont en train de marteler, ils voient des étrangers qui arrivent, qui construisent des mosquées, qui font des structures. Mais c'est normal qu'ils aient une crispation. Parce que ceux qui doivent les informer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est, qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a absolument rien, qu'il y a eu des preuves des précédents, mais ils vont comprendre. Comme il a dit tout à l'heure au Maroc, l'exemple du Maroc, montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre les religions et quoi que ce soit dans le pays. Ça dépend des autorités, je répète encore, des politiciens et des autorités. Moi, personnellement, je viens du Sénégal aussi. C'est un pays 95% de musulmans. Et pourtant, pendant 20 ans, ils ont voté pour un chrétien pour diriger le pays. Il s'agissait d'un grand homme, évidemment, un grand académicien, un grand qui était promotionnaire avec Georges Pompidou au lycée, lui le grand ici. Ils étaient promotionnaires. Donc, on a vécu il y a des preuves qui sont là, qui montrent ce qu'ils disent par exemple, il n'y a pas de comptabilité entre laïcité et l'islam. La démonstration a été faite dans certains pays, parce que c'est les Français qui nous ont appris la laïcité. Nous, on ne l'a pas créé, c'est les Français qui nous l'ont appris. Nous l'avons appliqué. Moi, j'étais étonné quand je suis arrivé ici, j'ai vu qu'en fait, c'est plutôt un problème, au lieu que ça soit un avantage, comme nous, on en a fait là-bas chez nous. Et c'est eux qui nous l'ont appris. Donc, tous mes encouragements à vous tous. Je sais que ces énergies qui se réunissent là aussi, le fait d'en parler, de faire, ne croyez pas que c'est vain. Ça apportera ses fruits d'une façon ou d'une autre. Parce que les bonnes choses commencent toujours par des idées, par quelques hommes qui se réunissent, qui discutent et s'y comprennent un peu. Voilà, excusez-moi si j'ai été un peu... Merci beaucoup. Je sais que moi je pourrais passer des heures avec vous. Je sais que le tour, je sais juste Madame Pasteur voulait dire un dernier mot peut-être. Oui, rapidement, merci Boubacar pour vos paroles et tout ce qui a été dit et échangé ici me conforte dans une conviction de foi et qui est en même temps une conviction de citoyenne. Et je vais peut-être avoir l'air extrêmement naïve, mais je préfère être naïve qu'alimenter le climat de suspicion qui accourt. Mais je crois que tout ce qui va dans le sens de la défiance de l'autre, a priori, est dangereux pour nous tous. Et
vous aviez posé la question de ce qui est vexatoire dans le texte de loi. Et nous n'avons pas répondu. Je voudrais juste dire que vous avez certainement une connaissance de la tribune qui a été publiée dans le Figaro par le représentant des églises chrétiennes, Éric Moulin, Beaufort, responsable de la Véroli, et puis le métropolite Adamakis. Tout ce qui alimente la défiance, a priori, nous fait du mal. Ça ne nous fait pas de bien. Et c'est dommage que cette loi mette une brèche dans ce que la loi de 1905 établissait comme climat de confiance en la religion de la part de la République. Multiplier les contraintes, les contrôles, a priori, ça ne nous fait pas de bien. Vraiment. Et alors, c'est pas, je ne sais pas si on peut dire que c'est vexatoire, je ne pas ces mots-là. Mais ça ne nous fait pas de bien. Ça ne nous aidera pas à bien vivre ensemble. Et ça, je voulais vous le dire fraternellement. Voilà, mais parce que c'est pour les responsables chrétiens. Alors bien sûr, vous disiez à la base, on n'est pas forcément lié ce que dit le responsable, mais vous voyez là cette confiance qu'il y a, et cette volonté qu'il y ait de la confiance, et de ne pas se laisser entamer ni cette confiance, ni soi-même par ce qui peut arriver, même de terriblement dramatique comme c'est arrivé récemment. Donc si ça, on ne veut pas se laisser entamer par ça, s'il vous plaît, que les lois de la République ne s'y mettent pas non plus. C'est bien entendu. C'est bien. Moi, tout à propos de cette loi-là, moi j'ai un regard, enfin un regard de doyen si vous voulez, quoi. Parce que à l'époque de Charles Farquhar, ils ont mis les mosquées sous surveillance. Ils nous ont envoyé des cars, des grosses voitures de police avec des antennes et tout comme ça, là, avec des chiens policiers ils étaient là pendant 2 semaines. Ils surveillaient la mosquée. Les gens avaient même peur de rentrer dans la mosquée, de venir à la mosquée. Donc ça c'était pur et dur. Moi je l'ai vécu. Alors quand je viens en 2021, je vois, on me dit voilà, écoutez, il y a un texte où on pourrait discuter autour de ce texte pour pouvoir voir comment on va. J'ai dit tout de suite, on n'a pas signé. Parce que moi je sais de quoi ils sont capables ces gens-là. Si tu dis viens, on va discuter, on a mis quelque chose en cas, prenez-le les gars. Prenez-le. Moi j'ai toujours opté, c'est pourquoi au Cap là, j'ai dit il faut signer ce truc, on en discute, on va regarder les comptes. Au moins il y a quelque chose. Parce qu'à l'époque il n'y en avait pas. Les gars ils venaient avec force et ils faisaient ce qu'ils doivent faire et puis il n'y a aucun cadre. Voilà ce que je voulais dire. Très bien. Merci. Et vous, madame la députée, un petit mot pour la fin. Tout d'abord, des sincères remerciements. Vous l'avez dit, je suis jeune, j'ai 35 ans et je suis une jeune députée. Donc, tous ces moments d'échange avec vous, c'est des moments vraiment, et je vous le dis en toute sincérité, qui m'alimentent énormément. Sans tous ces mots, sans tous les capteurs que vous êtes, je ne vois pas comment je peux bien légiférer non plus, et je ne vois pas comment aussi je peux bien répondre à toutes les questions qui me sont posées par des concitoyens qui m'envoient des messages, qui m'appellent, et vraiment, je vous remercie chaleureusement parce que tout ce que vous avez dit là, vraiment, je le retiens. Je comprends, je regrette que ce texte ait créé un climat de défiance. Je le regrette. Je regrette que ce texte soit principalement sécuritaire et ne porte pas suffisamment la fraternité. On a essayé d'avoir une partie, un chapitre fraternité. On a dit où est la fraternité dans ce texte. Et ce texte n'est pas porteur de fraternité, mais c'est pas pour autant qu'on va renoncer. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça qu'avec mes collègues, on s'est même créé un petit groupe qu'on appelle Cohésion Nationale. Et dans ce petit groupe, ce qu'on veut, c'est porter un maximum d'éléments, et y compris si c'est des micro-actions au sein du terrain, pour porter cette fraternité auprès de chacun. Donc moi, je suis à votre disponibilité. Tout ce que vous faites, vraiment, n'hésitez pas. Appelez-moi. Je viens échanger avec un maximum de personnes. C'est bon pour moi aussi, ça me fait du bien à l'âme. Cette matinée m'a fait du bien à l'âme, vraiment. Et je vous aiderai mais du mieux
que je peux. Je ne sais pas ce que je peux faire. D'accord. Mais je chercherai toujours tout ce que je peux faire, un maximum pour vous aider. Et je vous remercie encore vraiment chaleureusement pour votre grande sagesse. Merci à tous.